Bien, bonjour à toutes et à tous, puisque telle est la tradition désormais. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, je vais vous dire deux mots de l'association Équilibre des énergies, dont j'ai été le premier président en 2011 et qui donc maintenant est une jeune association, mais qui a quand même 6 ans et qui, depuis que je l'ai prise en main, si j'ose dire, s'est très grandement étoffée. Au départ, nous étions une petite association dont l'objet était de travailler sur l'utilisation optimale des énergies dans le bâtiment. Et en particulier, ne faisons pas de dissimulation, considérer que l'électricité pouvait apporter beaucoup et était très insuffisamment utilisée. Puis petit à petit, cette association s'est étoffée. Et aujourd'hui, c'est une association qui réunit, et c'est son originalité, 3 composantes. La filière du bâtiment, avec des gens comme Bouygues, Vinci, Eiffage, la FPI, la Fédération française du bâtiment et quelques autres. La filière de l'énergie, soit les fournisseurs d'énergie, et singulièrement EDF, Enedis, RTE, Direct Énergie et quelques autres. Et puis les utilisateurs de l'énergie dans le bâtiment, qu'il s'agisse des appareils, je pense ici à Atlantique, Muller, ou des régulations que l'on utilise, par exemple Schneider Electric, Deltador et quelques autres encore. Et puis dernière recrue, la mobilité électrique, avec des gens très actifs comme Nissan, Volkswagen, et d'autres qui viennent progressivement nous rejoindre, comme Renault, mais aussi des gens qui se font dans la mobilité électrique pour le transport en commun. Alors la SNCF, la RATP, Transdev, etc. Donc une panoplie complète. Alors ceci peut vous paraître un peu saugrenu. La réalité, c'est que s'ils sont venus nous rejoindre, c'est qu'il y a de très fortes adhérences entre le bâtiment et l'énergie, ça on le savait déjà, mais aussi entre le bâtiment, l'énergie, la mobilité électrique. Et je ne prendrai qu'un seul exemple. La première communication que nous ait fait Nissan, c'est le véhicule électrique comme moyen de stockage de l'électricité. Ce n'était donc pas un plaidoyer pour le véhicule électrique en tant que tel, mais pour son insertion dans un système électrique qui a besoin de régulation où les batteries des véhicules électriques pouvaient jouer un rôle très important. Cette association, elle est organisée pour sa réflexion, l'élaboration de ses positions, avec au centre ce que nous avons appelé pompeusement le comité scientifique, économique, environnemental et sociétal. Bon, c'est grandiose, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup, nous ne nous contentons pas de chercher des solutions techniques satisfaisantes. La première question que nous posons, c'est combien ça coûte? Et c'est ce qui nous différencie tout à fait clairement des organismes qui sont en charge de l'élaboration de certaines normes touchant à l'énergie dans le bâtiment, qui sont totalement hors sol du point de vue de l'implantation, de la réalité et de leur coût. Environnemental, parce que nous avons mis au premier rang nos préoccupations la lutte contre le changement climatique et donc par voie de conséquence l'intégration dans une réflexion sur la transition énergétique. Et sociétal, parce que nous avons le souci constant de savoir comment le consommateur, qui est notre finalité, l'occupant du logement, le possesseur d'une voiture ou je ne sais quoi encore, trouve les solutions que nous proposons acceptables, satisfaisantes pour son confort, sa sécurité. Et aussi, c'est un nouveau problème, les risques touchant à la gestion des données. Et c'est une vraie question qui se pointe de plus en plus au fur et à mesure que le numérique envahit toutes nos activités. Je ne vous dirai pas, en dehors de l'élaboration de cette réflexion, quelles sont les activités de notre association de façon détaillée.
Nous faisons bien entendu de la communication, nous éditons des choses, nous avons un site blog, nous faisons des petits déjeuners qui sont des ateliers débats. Nous faisons, n'ayons pas peur des mots, un peu de lobbying, mais du lobbying d'intérêt général en faveur du vecteur électrique, car encore une fois, comme vous le verrez tout à l'heure dans mon exposé, nous sommes convaincus que c'est une énergie d'avenir, ou plus exactement un vecteur énergétique d'avenir, et qu'il est aujourd'hui sous-employé par rapport à ce qu'il pourrait apporter. Alors je vais maintenant passer à cette présentation. Alors, on va commencer par parler des questions de changement climatique. Oui, comme vous le savez, l'évolution de la température atmosphérique à la surface du globe est aujourd'hui une réalité qui se mesure sans contestation possible, dont la première conséquence, eh bien, c'est que nous avons des records de température durant les étés, tous les étés des années 1990 à 2016 ont été parmi les plus chauds de la décennie. Ensuite, le premier événement marquant, c'est l'évolution du niveau des mers par rapport à la période de référence 1900-1905. Vous voyez que ça n'est pas rien. On en est déjà à environ 17 cm. Ça commence à compter et ça va en s'accélérant. Alors pourquoi le niveau de mer augmente? Ce n'est pas parce que les calottes glaciaires polaires fondent. C'est parce que l'eau se dilate sous l'effet de la chaleur. Avec la conséquence que vous avez vue, je n'insiste pas là-dessus, les cyclones qui se nourrissent d'eau de plus en plus chaude et qui deviennent de plus en plus violents. Alors tout ça, ça nous amène à parler de la COP21, l'accord de Paris, adopté à l'unanimité par 195 parties, plafonnement mondial des émissions au-dessous, atteint dans les meilleurs délais et permettant de maintenir l'augmentation de la température au-dessous de 2 degrés, idéalement 1,5 degré, à la fin du siècle. Bon, inutile de dire que ceci, c'est un souhait pieux, que c'est raté, d'ores et déjà avec une absolue certitude, que le départ de Donald Trump n'a rien arrangé et que même si en effet certains États des États-Unis continuent à avoir des comportements vertueux du point de vue de la maîtrise de leurs émissions de gaz à effet de serre, le départ des États-Unis en tant que tel sous l'impulsion de Donald Trump est quand même une très mauvaise nouvelle. Je rappellerai simplement le rôle majeur des émissions de CO2 concernant le réchauffement climatique, en vous montrant deux choses. Le potentiel de réchauffement global à 20 ans des différents gaz à effet de serre, dans lequel vous voyez que le méthane joue un rôle important, et ensuite le potentiel de réchauffement global à 100 ans, dans lequel le méthane s'efface car sa durée de vie dans l'atmosphère est relativement courte, alors que le CO2 a une durée de vie quasiment éternelle et joue le rôle déterminant dans le changement climatique. La moyenne mensuelle de la concentration de CO2 dans un observatoire des îles Hawaï, dont on établit évidemment qu'il a une corrélation très forte avec les élévations de température que j'évoquais tout à l'heure. On pourrait vous présenter des choses très précises sur le bilan radiatif de la Terre, mais je pense que tel n'est pas le lieu ici. Alors, face à ces évolutions, le GIEC, en 2013, avait fait tout un ensemble de scénarios de croissance économique, d'évolution des consommations énergétiques, de transition énergétique, etc. C'était très franchement contrasté. Autant vous dire que les courbes du bas n'ont plus aujourd'hui de plausibilité quelconque dans l'immédiat. Comme vous le savez, la France est un pays relativement peu émetteur de CO2. Le bon indicateur, c'est évidemment les émissions de CO2 rapportées au PIB, qui mesure correctement l'activité économique, beaucoup mieux que la population. Vous voyez que globalement, on est très bien placé, ce qui s'explique par différents facteurs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Une question qui me semble importante est de savoir si on est capable de briser le lien entre croissance économique et émissions de CO2. Ce graphique est tout à fait intéressant
il vous montre pour quelques pays l'évolution du ratio émission de CO2 par rapport au PIB. Et vous voyez que la Chine a fait des progrès considérables. Ce sont les premiers émetteurs de CO2 au monde, et à bon droit, on s'en inquiète, mais en fait, ils ont assez largement déconnecté la croissance économique et les émissions de CO2 qui n'ont pas suivi du tout proportionnellement, ce qui est assez encourageant. C'est une tendance générale avec quand même des variations d'une zone géographique à l'autre, et vous pouvez constater que la France se tient bien non seulement du point de vue du niveau, mais encore du point de vue de la trajectoire de déconnexion des émissions de CO2 par rapport à la croissance économique. Alors pourquoi la France est bien placée ? Situation géographique et climatologie, poids des différents secteurs économiques. Il faut être tout à fait clair, on va le voir tout à l'heure, mais notre très belle performance en apparence en termes d'émissions de CO2 est liée au fait que l'industrie s'est trouvée délocalisée ou s'est mal portée par rapport à d'autres pays, et ça explique en partie cette belle performance tendancielle. Politique d'économie d'énergie et recours important à une énergie électrique décarbonée. Je rappelle simplement pour mémoire le contenu CO2 de l'électricité par pays pour 2011, donc c'est les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure produit, dans lesquels on voit que la France, à part la Suède qui est un peu mieux que la France, est le pays le mieux placé dans l'Union européenne. Alors, inutile de vous dire que le nucléaire l'explique très largement, avec aussi l'apport de l'hydraulique qui est loin d'être négligeable. Inutile de vous dire aussi que notre association Équilibre des énergies n'est pas une association de lobbying en faveur du nucléaire. Il faut être tout à fait clair. Nous sommes sur l'aval, l'utilisation rationnelle des énergies. Nous sommes très heureux d'avoir une énergie décarbonée et c'est ce qui nous importe pour réfléchir. Nous ne sommes pas les lobbyistes du nucléaire. Il y a des gens qui sont mieux placés que nous pour ce faire. Et nous sommes des prosélytes, chaque fois que cela fait sens, de l'électricité décarbonée. Alors, avant la COP 21, il y avait eu, c'était en août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, LTE-CV, qui a été accompagnée d'une stratégie nationale bas carbone dont l'objectif était de fixer des cibles en matière de réduction des émissions de CO2 de la France. Alors d'abord, la loi de transition énergétique du 17 août 2015, à l'horizon 2050, elle a deux objectifs. Le premier, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990. Ceci correspond à une logique dans laquelle, au niveau mondial, on pense qu'il faudrait diviser par 2 et que les pays développés sont mieux placés et doivent assumer leurs responsabilités et diviser par 4. Et deuxième objectif, diviser par 2 les consommations d'énergie finale par rapport à leur niveau de 2012. Alors tout ça, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas la même date initiale, mais enfin, vous voyez bien que le point essentiel, c'est 4 d'un côté, 2 de l'autre. Ça signifie qu'en aucun cas, les économies d'énergie ne suffiront à diviser par 4 les émissions de CO2. Et que le problème qui se pose, c'est soit de décarboner des sources d'énergie aujourd'hui carbonées, soit de substituer des énergies décarbonées, telles que l'électricité, à des énergies carbonées, telles que les hydrocarbures fossiles. Alors, ça paraît tout bête. Nous avons un mal de chien à faire comprendre à l'administration la logique de cette affaire. Lorsque l'on a demandé, par exemple, à la DHUP, qui s'occupe de l'habitat, comment elle allait pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 de l'habitat, elle a dit on va faire des économies d'énergie. Il est évident que ça ne peut pas suffire. Alors, des progrès significatifs, oui, c'est vrai, par rapport à 1990. Au total, on avait 374 millions de tonnes. On est passé en 2014 à 303.
ça fait 17% de moins, bravo, on a gagné. Sauf que ça ne va pas très bien quand même, parce que l'industrie a fait moins 40%, réduction d'activité, et ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Et heureusement, la branche énergie a fait moins 45%, sans du tout réduire son activité. Alors il faut y voir l'effet qu'entre 1990 et 2014, il y a eu un effondrement des émissions de CO2 du système de production d'électricité avec la montée en puissance du nucléaire, la fermeture de centrales fossiles, etc. Alors simplement, on ne va pas pouvoir éternellement diviser par 2 les émissions du système électrique. Et même si on les divise par 2, epsilon divisé par 2, ça fait quand même pas grand-chose. Donc, ne pavoisons pas. Certes, bonne réduction, mais malgré tout, les facteurs dont l'un n'est pas du tout satisfaisant, baisse de l'activité industrielle, dont l'autre ne pourra pas être reproduite indéfiniment, décarbonation de l'électricité. Alors, je vais voir ensuite, derrière cette loi de transition énergétique, on a mis une stratégie bas carbone. Stratégie bas carbone qui voit comment on peut arriver à cette division par 4 par rapport au niveau 90. Et les gens qui ont travaillé là-dessus ont arrivé à la conclusion qu'il y avait des secteurs où ça devait être plus facile et d'autres plus difficiles. Et ils ont assigné des objectifs. Les objectifs pour 2050, c'est pour tout le monde en moyenne 75% de réduction, évidemment. Mais pour le secteur résidentiel et tertiaire, réduction de 87% par rapport au niveau de 2013. Alors, 87%, c'est quand même assez spectaculaire. Et pour le secteur électrique, réduction de 97% par rapport au niveau de 90, c'est-à-dire 95% par rapport au niveau de 2013. Alors, pour l'électricité, les émissions de CO2 en 2013 ont été seulement de 32 millions de tonnes. Et la cible 2050, c'est 1,6 million de tonnes. Avec 1,6 million de tonnes, on ne fait pas grand-chose. Si vous prenez des centrales à gaz performantes, 0,4 tonnes de CO2 par mégawattheure, vous avez droit à une production de 4 TWh. Ce qui veut dire que, comme il est vraisemblable qu'on aura un système dans lequel il y aura une diversification du mix électrique avec pas mal d'énergies renouvelables qu'il va falloir savoir réguler, il va falloir trouver d'autres méthodes pour réguler les aléas des énergies intermittentes, éoliennes et photovoltaïques, que de dépenser du gaz dans des centrales à gaz. Et nous reviendrons plus loin sur le fait qu'il faut compter fortement sur les capacités de gestion de la demande d'énergie électrique, de son stockage de l'électricité par voie fixe ou mobile, je pense ici à la voiture électrique, bien entendu, chez les consommateurs, pour arriver à cette régulation sans trop écorner notre crédit d'émission par utilisation de centrales à gaz. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est un des points les plus intéressants, me semble-t-il, de notre exposé. Alors, pour le secteur résidentiel et tertiaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 2 problèmes. Il y a le problème des bâtiments neufs. Il faut qu'ils émettent le moins possible de CO2. On va voir combien. Et puis, il y a surtout le problème de tout l'existant, qui émet du CO2 en grande abondance, pour peu qu'il soit mal isolé, pour peu qu'il utilise des moyens de production, enfin d'utilisation de l'énergie peu performants, etc. Et quand on fait le calcul, on se rend compte qu'en 2050, il faudrait arriver, toute génération de bâtiments confondus, à 3 kg de CO2 par mètre carré et par an. Alors, il est clair que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui devraient à minima respecter cette cible, et puis qu'il faut essayer de ramener, ce qui est le plus gros du problème, l'existant sur cette cible. Alors, regardons les bâtiments neufs. Eh bien, les bâtiments neufs, si vous mettez un logement isolé selon les normes, avec une chaudière à gaz qui produit à la fois la chaleur et l'eau chaude,
vous êtes à 10 kg de CO2 par mètre carré et par an. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout sur la cible. Vous êtes 70% au-dessus de la cible. Alors, si à la chaudière à gaz, vous ajoutez un chauffe-eau électrothermodynamique, vous tombez à 5 kg, ce qui commence à se rapprocher. En revanche, les solutions électriques avec le contenu carbone aujourd'hui du kilowattheure électrique sont admissibles au regard de ce critère 3 kg de CO2 par mètre carré et par an. Alors, quand on montre ce graphique à nos amis gaziers, ils disent, bon, ben, c'est très bien. Pour que le 10 kg devienne 3, il suffit de mettre 70% de biogaz dans le gaz naturel. Bon. Donc, acte. La question, c'est la faisabilité de ce tour de force. Sachant qu'évidemment, le biogaz est produit par fermentation dans des conditions convenables de déchets agricoles, des industries alimentaires, des ordures ou je ne sais quoi encore, mais qu'il y a malgré tout à la fois un problème de ressources, un problème de coûts, etc. Donc on ne va pas les décourager. Mais il y a quand même un problème de fond. Le problème de fond aussi reste évidemment le bâtiment existant. Alors, la stratégie nationale bas carbone, elle a fait ce qu'on appelle des budgets carbone, qui, à partir de 1990, le réalisé, c'est 2013. Et ensuite, on a 3 périodes qui nous amènent, grosso modo, la 3e période, elle est à 2026 au milieu, qui permettent d'arriver et de se mettre progressivement sur la trajectoire qu'on peut appeler facteur 4. La question est de savoir où on en est. Alors, c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais essayer de vous expliquer. On a fait un petit exercice consistant à dire, ben voyons, qu'est-ce qu'on a fait en 2010, entre 2010 et 2015 ? Est-ce qu'on est sur la trajectoire de réduction correspondant aux hypothèses de la stratégie bas carbone ? Alors, apparemment, ça va pas mal, puisqu'on a fait 8,8 millions de tonnes de moins chaque année en moyenne sur les 5 ans, alors que la stratégie nationale bas carbone demandait 8,5 millions de tonnes. Donc les choses se passent plutôt bien. Mais en fait, quand on regarde les choses dans le détail, ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce qu'il y a eu 2 facteurs favorables qui explique qu'on a eu cette progression, somme toute, à peu près satisfaisante. Les 2 facteurs, c'est d'une part que la réduction des émissions du secteur électrique a pesé très lourd dans cette bonne performance, et ça ne va pas se renouveler indéfiniment. D'autre part, que l'industrie a aussi pesé assez lourd, et qu'on espère quand même qu'elle ne va pas continuer à diminuer comme ça. Et enfin, qu'il y a eu des facteurs climatiques qui font que quand on raisonne après correction de la situation climatique, les choses se présentent assez mal et que, en fait, pour prendre l'exemple du résidentiel et tertiaire, il est 3 fois moins performant du point de vue de la réduction annuelle sur la période 2010-2015 qui serait souhaitable pour atteindre la trajectoire qui nous mène en 2026. Voilà où on en est. Et l'une des vertus, je crois, d'équilibre des énergies a été de tirer la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. Car c'était vraiment dormez en paix, braves gens. On a des résultats tout à fait satisfaisants en ligne, mais quand on tient compte des corrections nécessaires et qu'on réfléchit un peu, on n'est pas du tout sur les trajectoires souhaitables. Alors, je vous ai expliqué qu'on est complètement hors trajectoire du point de vue de nos ambitions CO2 en France. Ce qui est quand même assez gênant lorsque l'on veut prendre la tête de la lutte contre le changement climatique après la défection de Donald Trump. On est fortement invité à balayer devant sa porte, et contrairement à ce que disent nos vaillants écolos, à la COP,
notre problème ne sera pas qu'on ne réduit pas le nucléaire comme l'avait demandé François Hollande. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on continue à émettre du CO2 plus qu'il ne le conviendrait. Alors pourquoi ça ne produit pas les résultats attendus, nos affaires? Je vais faire un petit détour par la problématique de l'énergie primaire et de l'énergie finale. Alors ça va être un petit peu technique, mais ça ne va pas durer longtemps. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez une centrale à gaz qui a un rendement de 50%. Centrale à gaz de bonne qualité. Pour faire 1 kWh électrique, il vous faut 2 kWh gaz. Donc, au fond, on dit, si je produis de l'électricité rien qu'avec des centrales à gaz, il me faudra 2 fois plus d'énergie primaire, en l'occurrence du gaz, pour faire l'électricité, les kilowattheures électriques. Voilà. Alors, dans le passé, on n'avait pas de centrales à gaz, on avait des centrales à charbon. Et conventionnellement, on a dit que pour pouvoir additionner l'électricité avec d'autres sources d'énergie, il fallait transformer l'électricité en énergie primaire sur la base du rendement de la meilleure centrale à charbon qu'on avait à l'époque. Et ça donnait un coefficient qui était 2,58 à peu près. Et qui restait un peu gravé dans le marbre. Et puis après, problème, est arrivé le nucléaire. Alors le kilowattheure nucléaire, personne n'a fait brûler de l'uranium dans sa cheminée ou dans une chaudière. Donc il n'y a pas d'équivalence directe entre l'uranium et le bois ou le charbon. Et donc on a imaginé une équivalence. Et la seule équivalence qu'on a trouvée, c'est de dire de l'îlot nucléaire sort de la vapeur. Cette vapeur, elle va dans un turbo-alternateur. Le rendement de ce turbo-alternateur étant 1/3, le kilowattheure nucléaire, son équivalence en énergie primaire, c'est 3 kWh. Vous me direz que c'est stupide. Parce que si le turbo-alternateur avait été pensé différemment avec une température d'admission de vapeur plus élevée, il aurait eu un rendement supérieur et on aurait trouvé autre chose. Si on fait des turbo-alternateurs qui ont un rendement de l'ordre du tiers, c'est parce qu'on a optimisé la centrale économiquement et qu'augmenter la température d'admission, ça aurait coûté plus cher que de la laisser à ce niveau-là. Et donc on s'est retrouvé avec cette équivalence stupide que le nucléaire, 1 kWh qui produit, c'est 3 kWh d'énergie primaire. Et en fait, mon maître à penser, Marcel Boiteux, a prêté honteusement la main à cette convention. Parce que ça augmentait l'indépendance énergétique du pays. Vous voyez que si je compte le nucléaire pour 3, l'approvisionnement en énergie primaire fait un bond spectaculaire lorsque je mets du nucléaire plutôt que lorsque je mets du charbon ou du fioul. Donc c'était très flatteur. Sauf qu'après, on va voir que ça nous gêne parce que c'est considéré comme une vérité intangible, que c'est des kilowattheures d'énergie primaire que les bons esprits de l'administration cherchent à économiser. Et c'est là que ça va se gâter. On arrive d'ailleurs à des paradoxes étonnants. Si vous remplacez du nucléaire par des énergies renouvelables, comme c'est le projet, évolution du mix électrique, et si vous remplacez kilowattheure par kilowattheure, vous constaterez que l'indépendance énergétique de la France a baissé. Ce qui est quand même assez paradoxal. On n'est ni plus ni moins dépendant qu'avant des énergies fossiles importées. Et les énergies renouvelables produites sur le territoire, elles sont bien nationales comme la production nucléaire. Donc on voit bien qu'il y a là maintenant des paradoxes qui vont nous éclater
à la figure. Alors pour vous donner une idée, aujourd'hui, le nucléaire pèse 75% dans la production d'électricité. Le fossile 10%, les ENR 15%. Ça, c'est plutôt la situation 73 que la situation actuelle. L'équivalent en énergie primaire du nucléaire, c'est 3. Le fossile, mettons 2,20, rendement moyen 45%. Et les ENR par convention, c'est 1. Alors je fais les multiplications et ça donne 2,60. Bon. 2,60, c'est pas très loin de 2,58, la valeur historique, donc on ne bouge pas. Si je me projette en 2030, selon la loi de transition énergétique, le nucléaire n'est plus qu'à 50%. Le fossile, je suppose qu'il est toujours à 10. Il sera plus bas, mais peu importe. Les ENR sont à 40. Je fais mon petit calcul, j'arrive à 2,10. Donc, en fait, le coefficient d'équivalence du kilowattheure électrique moyen produit entre aujourd'hui et 2030 va avoir baissé simplement par substitution d'une quantité d'énergie fossile, d'énergie renouvelable au nucléaire. Ce qui nous conduira, comme on verra tout à l'heure, à militer pour qu'on tienne compte de ce phénomène. Alors, il s'est passé récemment quelque chose d'assez amusant, ou pour tellement amusant que c'en est très triste. À Bruxelles, ils ont dit que c'est quand même embêtant que tous les pays prennent des chiffres différents pour le coefficient en énergie primaire du kilowattheure électrique. Nous, on a l'impression que si on prenait une valeur de 2, ça serait pas mal. C'est le rendement d'une centrale moderne, 2, c'est bien. Il y a des pays qui ont dit, non, nous on fait beaucoup mieux que ça, parce qu'on a de l'hydraulique, etc. Donc 2 c'est trop. Puis la France, elle a dit, non, c'est 2,58. Pourquoi 2,58 ? Parce que si il n'y a pas ce coefficient, on n'économisera pas l'électricité. Bon, c'est une idée baroque. Le consommateur d'électricité, il n'a jamais entendu parler de l'énergie primaire. Et qu'il y a un coefficient 2 ou 2,58, il regardera sa facture et il se demandera si ça vaut la peine d'essayer de consommer moins. Autrement dit, ça n'a strictement aucune incidence. Mais c'est simplement pour maintenir des choses qui, comme on va le voir, interviennent dans les réglementations actuelles. Alors on arrive à des choses un peu bizarres avec l'énergie primaire. Entre 1990 et 2012, l'énergie primaire a augmenté de 13,6%. Pourquoi ? Parce que le nucléaire est monté en puissance. Alors, gaspillage d'énergie primaire, on s'envoie en l'air. Alors qu'en énergie finale, on a été beaucoup plus raisonnable, 8,7%. Et dans le même temps, les évolutions des émissions de CO2 dues à l'énergie ont baissé de 8%. Vous voyez que tous ces indicateurs n'ont pas grand-chose à voir et que le plus mauvais et de tous, c'est l'énergie primaire. Car chaque fois que l'on fait de la substitution d'une électricité décarbonée à des énergies fossiles, ça détériore la consommation d'énergie primaire de la France. Voilà. C'est l'un des paradoxes que l'on a aujourd'hui. Alors, l'énergie primaire, moi personnellement, j'aurais presque envie de la tuer, en ce sens que ce qui est important, c'est l'énergie finale. On consomme de l'énergie finale. Et c'est ça qui est important, on l'économise, on l'utilise, etc. Alors simplement, il faut bien faire des bilans énergétiques, dans lesquels on est obligé d'additionner des choux et des carottes. Mais prenons une convention raisonnable et ne nous attachons pas à des conventions absurdes consistant à considérer qu'une centrale nucléaire a un rendement d'un tiers. Alors ça m'amène à vous dire un petit mot de la consommation finale d'énergie par secteur. Comme vous le savez, Équilibre des énergies s'intéresse beaucoup au secteur résidentiel et tertiaire. Comme vous voyez, il consomme 45% de l'énergie finale française.
le résidentiel étant le plus important. Mais il n'émet que 25% des émissions de CO2 directes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on utilise de l'électricité et que l'électricité, d'abord, émet pas beaucoup de CO2, et puis que le CO2 de l'électricité, il est resté dans les émissions du secteur électrique. On ne le retrouve pas dans les émissions du bâtiment. Alors on peut s'amuser à le remettre. Et alors on arrive à quelque chose qui est un peu moins de 30%. Ce qui veut dire que même en remettant les émissions de CO2 du secteur électrique imputables au résidentiel tertiaire, ça fait beaucoup moins que la consommation d'énergie finale qui, elle, est plus de 40%. D'où l'effet bénéfique de l'utilisation d'une énergie décarbonée par rapport à des énergies carbonées. Alors sur le résidentiel, on va passer très vite, mais je veux quand même vous montrer ce qui s'est passé entre 1989 et 2013. Ici, je suis sur le résidentiel et je m'intéresse seulement à ce qu'on appelle les usages thermiques. Pour simplifier, chauffage des locaux, chauffage de l'eau, cuisson. Ce que vous constatez, c'est qu'en 1989, le fioul était majoritaire, 26% dans ses usages thermiques. Le gaz était à 26%, à peu près comme le fioul, et l'électricité était à 13% et il y avait du bois. En 2013, vous voyez que le fait majeur, c'est le gaz qui s'est substitué au fioul. C'était le plus facile à faire. Quand il y avait du gaz à proximité, le plus facile, c'était de remplacer une chaudière à fioul par une chaudière à gaz, puisqu'on avait toute l'installation, la tuyauterie, etc., qui subsistait. Alors l'électricité a quand même pas mal progressé, puisqu'elle est passée de 13 à 20%. Et contrairement à ce qu'on raconte partout, le bois a plutôt régressé. Il est passé de 23% à 19%. Quant au chauffage urbain, malgré la sympathie que nombreux sont ceux qui lui portent, il est resté stationnaire et très faible à 5%. Alors, si maintenant on considère les différentes utilisations des énergies dans le résidentiel, ça c'est les données actuelles à peu près, ça doit être 2014 ou 2015, vous voyez que sur la cuisson, gaz et électricité sont à égalité. Il y a un peu de GPL, c'est les bouteilles qu'on met sous l'évier à la campagne. Sur l'eau chaude, électricité et gaz, l'électricité est un peu plus que le gaz, parce qu'il y a des gens qui chauffent au gaz et qui ont quand même un ballon électrique. Et sur le chauffage, c'est le gaz qui se taille la part du lion en étant largement prépondérant. Et l'électricité ne représente que 15% comparé aux 39% du gaz. Mais j'attire votre attention, tout le monde est persuadé qu'on n'utilise plus de fioul pour se chauffer. C'est totalement faux. On utilise encore beaucoup de fioul pour se chauffer. Bien entendu, on ne met plus de fioul dans la construction neuve, mais dans ce qui existe, il y a encore beaucoup de fioul qui reste, et c'est en particulier une cible intéressante à exploiter pour faire de la substitution de l'électricité à des combustibles fossiles. Bon, on va en rester là. Notez, ça c'est assez intéressant aussi, qu'il y a quand même un parallélisme très net entre l'évolution de la consommation finale d'énergie dans le résidentiel, c'est la courbe verte, pardon, la courbe inférieure bleue, qui est, comme vous le voyez, très en dessous malgré tout de la courbe tendancielle du nombre de logements, c'est un indice tout ça, et puis un parallélisme quand même avec les émissions de CO2, ce qui montre encore une fois que c'est bien les critères d'énergie finale qui sont les plus significatifs. Bon. Pour mémoire, la facture des différents types de logements en maison individuelle, aujourd'hui, l'électricité, c'est la solution la moins chère. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous chauffez au gaz, vous avez quand même besoin d'électricité. Et donc, vous payez 2 abonnements.
Ensuite, une chaudière à gaz, ça s'entretient, c'est obligatoire. La cheminée, ça se ramonne, c'est obligatoire. Et donc, il y a plus de maintenance que quand vous avez des solutions électriques toutes simples qui n'ont strictement aucune maintenance. Et quand vous faites le bilan de tout ça, vous avez des factures plus faibles en électricité qu'en gaz. C'est aussi le cas dans les logements collectifs avec chauffage individuel. Alors, le collectif avec chauffage central, là, j'ai rien à dire puisqu'on n'utilise jamais l'électricité en chauffage central. Avantage écrasant, bien entendu, sur les émissions de CO2 pour les solutions toutes électriques. Ça ne vous surprend pas, sachant de surcroît que les émissions de CO2 de l'électricité sont comptabilisées dans le secteur électrique. Alors, j'attire maintenant votre attention sur les effets pervers de la réglementation thermique dans la construction neuve. Le principe de cette réglementation est de considérer les usages thermiques dans un bâtiment. Ça peut être une maison individuelle ou un appartement dans un bâtiment collectif. Et les consommations sont évaluées par des modèles un peu approximatifs, enfin des modèles qui fonctionnent, et sont converties en énergie primaire, ce qui évidemment va coûter très cher à l'électricité. Et il y a un plafond qui a été fixé pour ces consommations, pour qu'un bâtiment neuf puisse obtenir un permis de construire. Alors, ce plafond est aujourd'hui de 57 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Vous voyez qu'ici, j'ai deux bâtiments. C'est des appartements de 60 mètres carrés en zone climatique moyenne. Et l'un utilise le chauffage à effet Joule, donc des radiateurs modernes, un chauffe-eau thermodynamique, et on a fait une isolation un peu renforcée. Pourquoi faire une isolation un peu renforcée ? Tout bêtement parce que l'électricité au kilowattheure est tout de même un peu plus chère que le kilowattheure gaz. Donc on a intérêt à isoler un peu plus. Et puis de l'autre côté, vous avez une chaudière à gaz double service avec un bâti réglementaire. Du point de vue investissement, malgré le renforcement de l'isolation, l'électricité est un peu moins chère. Tout simplement parce qu'on économise la boucle d'eau chaude et parce qu'on utilise des radiateurs qui, pour être modernes, ne sont pas excessivement coûteux. Du point de vue facture énergétique et maintenance, l'électricité est nettement moins chère pour l'occupant, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Le coût actualisé sur 15 ans à 4% est nettement à l'avantage de l'électricité. Les émissions de CO2, grosso modo, c'est presque 3 fois moins pour l'électricité. Consommation d'énergie finale, l'électricité consomme moins. Mais quand vous multipliez par 2,58, le gaz respecte la réglementation thermique, l'électricité ne la respecte pas. Et ce bâtiment moins coûteux en investissement, moins coûteux en facture énergétique, beaucoup moins émetteur de CO2, n'aura pas son permis de construire. Ceci, on va le retrouver ici. Évolution de la part de marché énergie de chauffage en fonction de l'énergie de chauffage dans les logements collectifs neufs. Vous voyez qu'à partir de 2000, l'électricité a pris un essor formidable. Et je dirais qu'aux environs de 2007, l'électricité était dans 70% des appartements neufs que l'on construisait à cette époque. Et puis, on a commencé à parler de réglementation thermique qui devait entrer en service en 2012. C'est la fameuse réglementation thermique 2012, où on savait qu'on utiliserait l'énergie primaire. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à anticiper, à proposer des labels calés sur l'énergie primaire. Et l'électricité a commencé doucement à s'effriter. Et le gaz est monté en flèche. Et aujourd'hui, on dépasse 70% en gaz et l'électricité est tombée aux environs de 10%.
Alors, les autres, il y a du chauffage urbain, il y a parfois quand même un petit peu de bois, mais pas beaucoup en zone urbaine. Voilà. Mais c'est surtout cette inversion, ce basculement gaz-électricité, effet des réglementations thermiques. Alors, dans les maisons individuelles neuves, je vous rappelle pour mémoire que dans le parc existant, il y a plus de maisons individuelles que d'appartements. On a tendance à oublier ça, mais c'est la réalité. Et qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts que l'on veut faire pour dire qu'il faut éviter l'étalement urbain, etc., il faut faire de l'appartement bien dense, on fait encore plus de maisons individuelles que d'appartements dans la construction neuve. Alors jusqu'en 2007, tout allait bien pour l'électricité. Ça allait d'autant mieux que pour une grande partie, ces maisons individuelles sont construites dans des zones où il n'y a pas de gaz. Donc c'était assez facile avec l'électricité de prendre des parts de marché. Et puis est arrivée la nouvelle réglementation thermique. Alors que s'est-il passé ? Dans les grandes maisons en zone non gaz, on a mis des pompes à chaleur électriques. Solution très satisfaisante qui permettait de respecter la réglementation thermique puisque leur coefficient de performance était supérieur à 2,58, donc on se tirait très bien d'affaire. Mais solution quand même relativement coûteuse pour une petite maison. Alors dans les petites maisons, se sont développés des poêles à bois. C'est la courbe bleue que vous avez là, qui a commencé à décoller à partir de 2007. Alors confidentiellement, parc à bois, poêle à bois, très bien dans la salle de séjour, mais il arrive qu'on se gèle dans les chambres. Donc discrètement, on met des radiateurs électriques. D'ailleurs, les promoteurs vous disent, vous ne faites pas de soucis, pour avoir le permis de construire, on met le poêle à bois, vous l'aurez, et puis après j'ai tiré les câbles, vous irez chez Leroy Merlin, vous trouverez un radiateur, ça se branche comme ça, c'est facile, vous ferez ça vous-même. Voilà. Et donc, le risque majeur, et je crois qu'il se manifeste dès aujourd'hui, c'est qu'on construit des faux chauffages électriques dans des maisons qui ont été isolées pour des chauffages au bois. Donc moins bien isolées parce que le bois est réputé d'une part renouvelable, d'autre part moins cher. Voilà les effets pervers. Et voilà maintenant un autre exemple sur l'existant. Alors sur l'existant, vous avez tous vu dans les agences immobilières le diagnostic de performance énergétique qui normalement comporte deux volets. Une étiquette énergie, une étiquette climat. L'étiquette énergie est calculée sur la consommation du logement en énergie primaire, évaluée par des conventions, mais enfin évaluée sur l'énergie primaire. Alors que l'étiquette climat est évaluée sur les émissions de CO2. Alors, bien évidemment, l'énergie primaire, on commence par l'énergie finale, puis on multiplie par 2,58 s'il y a de l'électricité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on applique au kilowattheure électrique, au kilowattheure gaz, des coefficients forfaitaires d'émissions selon l'usage. Bon. Alors, ce qui va se passer en règle générale, pour l'électricité, c'est qu'elle va avoir une très bonne étiquette climat, même dans les logements tout venant électriques, à cause du très faible contenu en CO2 du kilowattheure électrique. Mais elle va avoir une étiquette énergie souvent déplorable, à cause du 2,58. Or, aujourd'hui, personne ne comprenant trop rien à l'étiquette climat, vous avez vu que dans beaucoup d'agences, il n'y a que l'étiquette énergie. Ce qui veut dire que par ce mécanisme, l'électricité est dévaluée par rapport au gaz pour des raisons parfaitement artificielles. Alors, si avec ça, ça serait ennuyeux pour les heureux propriétaires de logements électriques, qui étaient très contents d'avoir des logements bien isolés qui consommaient peu,
Puis on leur dit, ils sont dégueulasses parce que l'énergie primaire, c'est pas bon. Alors qu'ils étaient très contents, en plus, peut-être, de savoir qu'ils émettaient peu de CO2. Bon, tant pis pour eux, c'est bien dommage. Ce qui est encore plus grave, c'est que la plupart des aides à l'investissement d'économie d'énergie sont calées sur ces performances en énergie primaire. Et donc là, à partir de là, on marche sur la tête. Et je vais vous donner un exemple, et puis après, je vais arrêter là. Une substitution absurde du gaz à l'électricité, encouragée par des aides calées sur le diagnostic de performance énergétique. J'ai au départ un logement électrique avec une certaine isolation, un 8. C'est des pertes en watts par mètre carré, par degré, enfin je n'insiste pas. Une consommation d'énergie primaire, alors lui, le logement électrique, il est horrible. Il est à 364 kWh par mètre carré par an. C'est une horreur. Il a donc une étiquette énergie F. Alors que sa facture, tous usages plus maintenance, c'est de 1 792 € par an. C'est effectivement quand même quelque chose d'assez coûteux. En revanche, il émet du CO2, mais modérément, et il aurait une étiquette climat qui serait C. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, très très mal classé en énergie, moyennement classé, plutôt bien, en émissions de CO2. Alors il y a deux solutions. Il y a une solution dans laquelle on reste à l'électricité. Et on se dit on va l'isoler. On passe de 1,8 à 0,75. La consommation d'énergie primaire, elle dégringole. Elle passe en 163. Mais l'étiquette énergie, elle passe de F à D. Ce qui veut dire qu'il n'est pas catastrophique, mais il reste médiocre. L'investissement, il n'est pas tellement cher, enfin, c'est quand même pas donné, un peu plus de 16 000 € pour rénover ce bâtiment. La facture, elle dégringole, elle passe à 988 € par an. Les émissions de CO2, elles dégringolent dans le même rapport que les énergies, bien entendu, elles passent à 6. Et l'étiquette climat, cette fois-ci, elle devient très bonne, elle passe à B. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui dit ce bâtiment électrique, il a une très mauvaise étiquette, je vais mettre du gaz à la place. Alors je vais faire de la rénovation thermique, je vais aller à 0,75. Je vais faire une consommation d'énergie primaire, ça va être 102. Et donc je vais passer à l'étiquette C. Donc je suis meilleur que la rénovation électrique. J'aurais dépensé quand même beaucoup plus cher. J'aurais dépensé 25 000 €. Parce que j'ai changé la chaudière, j'ai fait de la rénovation lourde, donc ça va me coûter plus cher. Puis pas de chance, ma facture énergétique après rénovation, elle est plus élevée, même sans tenir compte de la taxe carbone qui va venir derrière, par là-dessus. Donc l'utilisateur va payer plus cher en facture. Puis il va émettre 4 fois plus de CO2 que la rénovation électrique. Et il va se trouver en étiquette climat D. C'est-à-dire que, au fond, j'ai perdu en étiquette climat par rapport à la solution électrique. J'ai dépensé de l'argent pour consommer plus cher et avoir une performance CO2 médiocre. Voilà l'exemple stupide auquel conduit la rénovation. Et voilà pourquoi il se passe des tas de choses que l'on peut regretter sur la rénovation, des absurdités de ce genre. Je ne dis pas que ça explique tout, mais ça explique quand même un certain nombre d'absurdités qui se passent en ce moment. Vous voyez qu'il y avait de la matière. Vous êtes d'accord pour qu'on l'envoie cette présentation aux participants? Oui, bien sûr, vous aurez la présentation. Il y a une centaine de diapos. Alors je vous en montre une là, qui va vous, j'espère, vous amuser. Je suis à Nice
un 21 juillet. La courbe en cloche, c'est la production photovoltaïque. J'ai mis un panneau photovoltaïque sur mon toit. Le panneau photovoltaïque a été dimensionné de façon à ce que j'ai un bâtiment non pas à énergie positive, mais à énergie nulle. Il produit autant qu'il consomme sur l'année. Sauf qu'en juillet, je ne sais pas quoi faire de cette production. Alors, bien entendu, puisque j'ai un bâtiment intelligent, j'ai tous mes appareils qui sont connectés, je peux les piloter, et la partie bleue, là, c'est l'eau chaude, ben, je vais la mettre au milieu de la journée. Je vais chauffer l'eau au milieu de la journée, puisque j'ai de la production. En janvier, il y a moins de photovoltaïque, mais il y en a quand même. Alors, vous paraît complètement idiot. J'ai produit sur place et j'ai envie. Le jaune, c'est le chauffage. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on est à Nice. Allez, je vais me le balancer sur la production photovoltaïque. Et comme ça, je fais de la production et je maximise l'autoconsommation. Bon. Vous êtes très content. Vous avez un bâtiment à énergie, non pas positive, mais nulle, et qui est à peu près autosatisfaisant une bonne partie de l'année. Bon, qui pose un petit problème, il y a de l'énergie à exporter lorsqu'il y a beaucoup de soleil. Enfin, il vendra son énergie au réseau. Ben, je dis que ça, c'est complètement idiot pour le système électrique. On va voir pourquoi. Mais je vais vous montrer aussi Trappes, un 12 janvier. Alors là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même s'il est énergie moyenne nulle sur l'ensemble de l'année, ça ne va pas rentrer. Le chauffage, on peut le torturer, il remplira sans aucune difficulté la bosse, mais il en restera beaucoup à l'extérieur. Alors je disais que c'était idiot comme solution. Autrement dit, que la maximisation de l'autoconsommation est une solution pénalisante pour le système électrique. Pour une raison tout à fait simple. C'est qu'il y a un marché électrique européen sur lequel on constate qu'en général, l'hiver, l'énergie électrique est plus chère pendant les heures ouvrables et moins chère la nuit. Et que maintenant qu'il y a pas mal de production photovoltaïque en Europe, c'est l'inverse en été. C'est plus cher la nuit que dans la journée à cause du photovoltaïque. Alors on peut penser que quand il y a du soleil à Nice, il y a du soleil sur l'ensemble de l'Europe et que ce n'est pas idiot d'avoir mis le chauffage de l'eau pendant qu'il y a du soleil. Oui, mais l'hiver, c'est complètement idiot. Parce que si l'énergie est plus chère pendant le milieu de la journée, pourquoi aller rajouter en plus du chauffage électrique, du chauffage de l'eau électrique pendant la journée? On ne fait qu'aggraver le problème pour le système électrique et on ne fait que perdre bêtement de l'argent. Il vaudrait beaucoup mieux acheter de l'électricité sur le réseau pendant les heures creuses pour chauffer l'eau et essayer de vendre son énergie photovoltaïque au moment où l'électricité est chère sur le réseau européen. Et là, on touche du doigt, si vous voulez, que des solutions locales du type BEPOS peuvent à la limite être nuisibles pour la globalité du système électrique. Voilà. C'est un paradoxe qui amène à réfléchir sur la justification de l'autoconsommation telle qu'elle est vendue. Et en fait, quels sont les coupables dans cette affaire? Eh bien, ce sont les fournisseurs d'énergie qui ne respectent pas, qui ne reflètent pas suffisamment pour leurs clients les dénivelés de prix réels du marché. Et le jour où ils pourront les refléter, l'autoconsommation prendra une toute autre dimension. On autoconsommera lorsque le marché justifie qu'effectivement, c'est une bonne décision économique.
Alors, je ne résiste pas quand même ici à évoquer un problème d'actualité que j'appellerais les communautés énergétiques. Ce sont des gens qui se disent, au fond, je suis dans une zone géographique bien délimitée. L'idéal, d'ailleurs, c'est un quartier neuf que l'on construit. J'ai des consommations variées, des consommations domestiques qui consomment plutôt le soir, au moment où les gens rentrent chez eux, la télévision, ils mettent le chauffage en route. Bon. J'ai des consommations tertiaires, des commerces, etc., qui vont plutôt consommer au milieu de la journée. Je vais mettre tout ça ensemble. Ça va faire une jolie courbe de charge, beaucoup plus plate. Et puis, j'ai de la production. Il y a des gens qui ont mis des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et puis, comme c'est de l'énergie à moi, solidairement dans l'îlot, je vais faire avaler aux gens qu'on va mettre 3 éoliennes à côté. Si c'était pour les mettre sur le réseau, ils n'en voudraient pas, mais comme c'est les éoliennes à eux, ils vont bien avaler ces 3 éoliennes. Très bien. Et puis, moi, je vais vivre comme ça, sur mon système. Alors quand même, il pourrait ne pas y avoir de vent, pas de soleil, donc je vais garder une interconnexion avec le grand réseau, qui viendra me dépanner si j'ai un problème. Alors je ne suis pas tout à fait en autarcie, je suis en communauté énergétique. Alors question, est-ce que ceci, ça met complètement en l'air la logique du réseau que nous connaissons aujourd'hui? Et la question, c'est de savoir les précautions qu'il faut prendre pour que ça ne mette pas en l'air complètement la logique du système électrique. Car il est certain que si les gens continuent à ne faire que des échanges entre eux, leur production, leur consommation, eh bien d'abord, ils vont rater des opportunités, ils vont payer leur électricité plus cher parce qu'ils ne profiteront pas, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le cas de Nice, des opportunités du système. Et donc c'est défavorable pour eux s'ils s'y prennent mal. Et deuxième point, s'ils continuent à fonctionner comme ça, ils altèrent la logique de fonctionnement général du réseau, entraînant une perte collective. Et donc le vrai problème aujourd'hui, c'est celui de la superposition de 3 niveaux d'intelligence qui chacun est légitime, peut-être 4 d'ailleurs. L'intelligence européenne, avec ses marchés, l'intelligence nationale, avec le rôle de RTE, dispatching, etc. L'intelligence de ces îlots, s'ils s'en créent, que j'appellerais plutôt de communautés énergétiques et non pas d'îlots fermés dans le système électrique. Et enfin, l'intelligence qui se trouve dans le bâtiment, avec le gestionnaire d'énergie, qui finira bien par se développer lorsque tous les objets consommateurs d'électricité seront connectables et connectés et pilotables au niveau local. C'est un problème le plus complexe que l'on puisse imaginer aujourd'hui, qui devra se traiter inévitablement par un peu de réglementation. Le point crucial étant qu'avec le numérique, on peut tout faire et que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc, il faudra y travailler. Alors, le dernier point que je voulais évoquer très brièvement, parce que ça peut vous amuser, c'est le véhicule électrique. Alors, comme vous le savez, on a une évolution. Là, je m'excuse auprès de Jean-Pierre, c'est un graphique que je vais piquer. C'est l'évolution du prix des batteries qui est sur une courbe d'apprentissage effectivement extraordinairement décroissante, qui montre qu'aujourd'hui, le véhicule électrique a un large avenir devant lui et que pour ce qui nous intéresse ici, c'est la question. Alors ça, c'est les émissions de CO2. Entre parenthèses, vous aviez évoqué tout à l'heure la question du contenu CO2 européen. Il est clair que nos constructeurs de voitures électriques
construisent des véhicules pour l'Europe, pas spécialement pour la France. Et donc, il y a un double bilan CO2 à faire. Un bilan CO2 d'une voiture électrique roulant en France et un bilan CO2 d'une voiture électrique roulant en Europe. Alors, il s'avère que même dans le cas de l'Europe, on arrive à un bilan électrique satisfaisant, mais que dans le cas de la France, il est franchement très satisfaisant. Alors, voilà. Et j'en arrive maintenant aux véhicules électriques dans le système électrique, avec tout un ensemble de problématiques qui s'ouvrent, dans lequel un véhicule électrique, il peut se recharger à domicile, il peut se recharger, c'est ce que vous avez en haut, il peut se recharger sur des bornes publiques, il peut se recharger sur des lieux de travail, et donc en quelque sorte, il transporte de l'énergie électrique d'un endroit à l'autre. C'est un moyen de stockage mobile de l'énergie électrique. Ce qui ouvre des perspectives absolument passionnantes en matière de pilotage des véhicules électriques d'abord, avec les concepts de vehicle to home et de vehicle to grid, et ensuite de régulation de systèmes électriques. Contemplez ici la production éolienne du lundi 28 janvier, on oublie la date, c'était 2016. La production éolienne, ce jour-là, elle variait entre 2000 mégawatts et 6000 mégawatts, avec une production beaucoup plus grosse la nuit que le jour. C'est une journée qui n'est pas extraordinaire. Imaginez un instant que nous sommes en 2030-35 et que la capacité éolienne a été multipliée par 5. Ça veut dire qu'on varie de 10 000 à 30 000. Donc une excursion de 20 gigawatts sur une puissance de pointe qui sera de l'ordre de 90 à 100 gigawatts. C'est pas rien. Je rappelle pour mémoire que la capacité de stockage des réservoirs est équipée avec une puissance qui est de 11 gigawatts. Donc, en jouant sur mes réservoirs hydrauliques, je ne peux même pas compenser cette variation. Alors, vous me direz, s'il y a trop de vent, je vais l'écrêter. Tant pis, ça fera de l'énergie perdue. Mais c'est quand même un petit problème. Et alors, voilà ce qui s'est passé le 18 février. C'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Et à ceci près, que le niveau moyen n'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus faible. Donc, on a simultanément une variation très forte du niveau moyen, plus des variations erratiques dans la journée. Et il faudrait s'habituer à fonctionner avec 40% de l'énergie produite pour le système électrique avec des engins comme ça. Alors vous me direz, la solution, c'est de développer les interconnexions. En se disant, il n'y a pas forcément simultanéité entre le vent en Allemagne, en Espagne, en France. C'est à peu près vrai. Il n'empêche qu'il y a quand même des situations de pénurie globale. Et il est très fréquent que la puissance éolienne disponible sur l'Europe soit 5% de la puissance installée, alors qu'en moyenne, elle est de 25 ou 30%. Vous voyez donc que de toute façon, on va être confronté à des excursions extrêmement importantes. Et la question, c'est comment y faire face. Alors bien sûr, la solution toute bête, on met des centrales à gaz. Sauf qu'on va se ruiner en émissions de CO2. D'où l'idée qu'il faut trouver d'autres sources de régulation. Eh bien, ces sources de régulation, elles sont de deux types. La gestion des consommations, qui permettent, pour des consommations du type eau chaude, voire même chauffage partiellement,
de les faire fonctionner à différents moments de la journée sans que ça pose problème du point de vue du confort. Et puis nos fameux véhicules électriques, dont vous voyez qu'ils sont de l'ordre de grandeur intéressant des 5 millions de véhicules électriques pour faire ce type de régulation. Pour mémoire également, nos braves ballons d'eau chaude, c'est une puissance installée de 30 gigawatts. Et si j'avais la possibilité de les manipuler comme ça, voilà. Alors il y a une autre dimension aussi tout à fait passionnante qu'on appelle les services systèmes. Les éoliennes, c'est très gentil, mais ça a une masse tournante assez faible. Et donc, ce n'est pas très bon, ni pour faire du réglage primaire, ni pour faire du réglage de tension, ni pour faire de la puissance de court-circuit. Enfin, je parle aux électrotechniciens qui savent de quoi il s'agit. Et donc, il faut trouver des substituts. Les substituts, ça peut se faire de la régulation de la demande. Nous avons déjà un fournisseur d'énergie qui fait du réglage primaire avec les radiateurs de ses clients. C'est tout bête. Ils ne chauffent pas au maximum. Et il suffit de baisser ou de monter leur consommation. Ça se fait instantanément pour trouver du réglage primaire. Et on doit pouvoir trouver également de puissance de court-circuit, etc. Tout un tas de choses. C'est embryonnaire, mais on va trouver des méthodes de régulation du système électrique tout à fait passionnantes. Alors, je vous ai mis une annexe sur la régulation du système électrique. Et puisque la question a été posée tout à l'heure, je vous dédie ce graphique. Vous avez les petites courbes en cloche, c'est une semaine du mois de septembre, vous avez les petites courbes en cloche, c'est la production photovoltaïque en Allemagne. La courbe plus régulière, c'est la production éolienne en Allemagne. Et puis les barres, c'est les échanges entre la France et l'Allemagne. Vous voyez, quand il y a du photovoltaïque en Allemagne, la France importe massivement et envoie de l'électricité en Allemagne pendant la nuit où le photovoltaïque ne marche pas. Et en fait, tout se passe comme si c'était la France qui faisait la régulation du photovoltaïque allemand, que les Allemands n'arrivent pas à faire chez eux. Voilà. Alors, EDF s'en plaint pas, ça fait du fric. Il faut être tout à fait clair. On gagne sa vie sur des trucs comme ça. En revanche, je crains que là, ça ait fait des émissions de CO2. Parce que c'est sans doute des centrales à charbon et des centrales à gaz qui ont modulé. Alors, lorsque le prix du CO2 augmentera, ça ne marchera plus. Il ne faudra pas faire ce genre de fantaisie et faire la régulation des voisins. Bon, je pense qu'il va falloir arrêter. Il y a peut-être un épuisement des combattants de part et d'autre.